Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour introduire cette première table ronde, donc à travers ce nouveau format, la Minute LinkedIn, sur l'attractivité de notre secteur pour les jeunes talents. Donc on le disait un petit peu en introduction, effectivement, Thomas en a parlé, c'est un secteur particulier pour les talents et c'est aussi un secteur particulièrement tendu. Nous, on a des données qui illustrent ça chez LinkedIn et pour vous donner une idée, le secteur des métiers, des médias et de la communication est aujourd'hui positionné en France parmi les secteurs les plus tendus. Donc il y a un chiffre directement qui va illustrer ça. Aujourd'hui, on a 20% des professionnels de notre secteur qui ont changé de rôle au cours des 12 derniers mois. Donc c'est un chiffre qui est particulièrement élevé. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on voit que cette tension, elle s'opère notamment sur les rôles juniors et intermédiaires. Aujourd'hui, sur les offres d'emploi qui sont actives sur LinkedIn, sur notre secteur, 73% concernent des offres d'emploi juniors et intermédiaires. Donc c'est particulièrement élevé. Ce qu'on a regardé également, c'est effectivement, je vais dire, quels sont les critères importants pour ces jeunes talents. Alors, la quête du sens, vous allez me dire, je ne vous apprends rien, c'est vrai. Mais ce qui est assez intéressant de voir, c'est quels sont derrière les chiffres précis qui expliquent ça. Aujourd'hui, on a une écrasante majorité des Gen Z, donc 81%, qui ont quitté, donc qui ont déjà quitté, ou qui considèrent quitter leur entreprise pour rejoindre une entreprise avec des valeurs qui leur sont plus proches. Pour vous donner une idée, il y a à peu près 18 mois chez LinkedIn, on a développé une fonctionnalité pour les membres qui leur permet directement en fait, de rechercher des offres d'emploi en fonction des valeurs d'une entreprise. Donc on l'a lancé fin 2022, on a à peu près 40 000 entreprises au niveau mondial qui ont en fait renseigné cette section dédiée et qui permettent aux membres de rechercher des entreprises en fonction de leurs valeurs. Ce qui est intéressant de remarquer aussi, et c'est plutôt bien, on est en avance en France, la proportion d'entreprises qui a renseigné cette section dédiée est la plus élevée en France parmi tous les autres pays au niveau mondial. Donc on est sur le bon chemin. Et on le voit en fait, parce que sur les offres qui mettent en exergue justement les valeurs de ces entreprises, on voit qu'il y a une croissance qui est très significative de l'ordre de 154%. Donc je pense que c'est des angles de réflexion qui sont intéressants pour développer l'attractivité de notre secteur. Donc sur ces chiffres, je vous souhaite une excellente première table ronde et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Maxime pour cet éclairage en chiffres. Tout de suite et sans plus attendre, nous allons ouvrir avec la première table ronde. Attirer, je vous fais le pitch en quelques mots. Quelle attractivité du secteur pour les jeunes? Comment améliorer, optimiser le niveau d'attractivité et former les jeunes entrants pour construire les équipes de demain? Pour animer cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Nicolas Gems, rédacteur en chef de Mindted, qui animera cet échange, ainsi que Nicolas Schmitt d'Amazon Ads, Johan Mezré de 366 et Diverto, Arthur Plantard de Publicis Media France, Antoine Guillet de Earth and Science, Perline Grandemange d'Origami et Julien Brézin de Great Place to Work. Merci Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on va discuter de ce sujet de l'attractivité des agences médias et des moyens dont elles disposent pour optimiser du coup, ce facteur-là. On l'a vu, il y a un sujet de guerre des talents dans cet univers-là qui a été remonté par la data LinkedIn. Je vais commencer par vous, Arthur. Arthur et Antoine en l'occurrence, parce que vous faites partie de la commission Jeunes Talents de l'UDECAM. C'est la dernière commission qui a été lancée, je crois, en juillet dernier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la genèse de cette commission et pourquoi cette commission-là a été lancée par l'UDECAM? Enchanté tout le monde. Alors oui, Nicolas, en fait, il y a un an, c'était la JAO 2023. Et il y avait à Paris plus de 800 personnes qui se sont déplacées, 800 jeunes qui se sont déplacés dans les agences, que ce soit dans les grands groupes ou dans les agences indépendantes. Ça démontre déjà clairement que les métiers d'agence sont encore attractifs. Et ça a été le point de départ d'une réflexion, d'une initiative qu'a lancée Thomas Jamet et Catherine Elfenstein pour construire cette commission Jeunes Talents qui vise à développer et à consolider l'attraction que ces métiers ont en agence média et tout simplement en fait, continuer de dynamiser positivement notre secteur vis-à-vis des nouvelles générations. Ils ont donc rassemblé autour d'eux 16 jeunes qui sont
qui sont issus de tous les métiers d'agence et qui ont en commun juste la passion pour leur univers, pour leurs agences médias. Et ils nous ont donné un brief, à savoir réenchanter nos métiers. Donc sur un an, on a ce brief-là à répondre, comme une stratégie média, comme un plan média, comme un pitch. Et à la fin de cette année, on verra si on a réussi par nos initiatives, par nos actions, à continuer cette dynamique positive. La meilleure base de travail pour répondre à un brief, c'est de partir d'insight. Et c'est pour ça que vous avez lancé une étude avec l'IFOP. Je crois qu'on va découvrir quelques enseignements de cette étude. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un peu comment vous avez procédé, Antoine, pour créer cette étude? C'est quoi le périmètre? Et ensuite nous partager les insights. Oui, sans problème. Pour nous, l'objectif, il est double, réussir à attirer plus de talents et réussir à mieux les retenir. Donc on a essayé de comprendre 2 éléments principaux. C'est qu'est-ce que les gens aiment dans leur métier, est-ce qu'ils l'aiment et pourquoi ils l'aiment, et qu'est-ce qui est le plus compliqué, qu'est-ce qu'ils aiment moins, pour réussir à mieux les retenir. Donc là, les chiffres, ils sont... C'est auprès de combien de personnes? Ça a été envoyé à tous ça a été envoyé à toutes les agences membres de l'UDECAM. On a à peu près 1300 répondants, donc ça fait Solide un tiers base. de répondants. Et l'IFOP nous confirmait que c'était des super résultats sur une enquête de ce type. Donc c'est assez représentatif. Les chiffres sont super positifs. On le voit, on a 92% des gens qui disent aimer leur métier, 85% le recommandent, 83% sont fiers. Et l'IFOP, à chaque fois, nous partage les normes IFOP dans le secteur du privé. Et on est au-dessus de ces normes. Donc on voit vraiment que c'est un métier qui plaît. Et on veut vraiment se servir des chiffres pour aller demain auprès des jeunes, des étudiants en école, en fac, peu importe, pour leur montrer, pour ne pas seulement leur dire que le métier plaît, on peut leur montrer avec ces chiffres. Parce que c'est un métier qui plaît, mais c'est aussi un métier qui souffre de notoriété. C'est l'autre enseignement. Donc 28% à peine des gens interrogés connaissaient bien ce monde-là. Je crois que c'était aussi votre cas, en fait. Si on part de votre exemple personnel, vous-même, vous m'avez dit que vous aviez un peu atterri dans ce monde-là par un concours de circonstances, presque. Oui, exactement. Donc j'atterris en agence média parce que je cherchais un poste particulier. Je ne cherchais pas forcément à atterrir en agence média. Je revois mon entretien d'embauche. En fait, j'ai été super scolaire. J'ai regardé, c'est quoi une agence média? J'ai lu la définition, pas compris. Je sais qu'autour de moi, je ne suis pas le seul. Donc en fait, au-delà du manque de notoriété, juste dire le mot agence média, il y a un gros besoin de pédagogie. C'est-à-dire que moi, au bout de 3 mois, je suis dans l'entreprise, je parle à quelqu'un, ah ouais, moi je suis au trading. Ah ouais, donc ok, j'ai pas compris ce que c'était en fait. Trop ésotérique, trop de termes un peu jargonneux, du coup. Ouais, il y a gros besoin de pédagogie parce que c'est dur de s'y retrouver. Quand on atterrit en agence média, on passe 1 an, 2 ans à découvrir déjà son métier, donc réussir à découvrir en parallèle les autres métiers, comment ils s'imbriquent entre eux, comment finalement on crée toute une stratégie média avec 10 postes différents. Ça peut être ultra long et on comprend finalement mieux pourquoi l'agence média est mal connue auprès des étudiants derrière. Il y a une mauvaise compréhension, mais il y a aussi un manque, peut-être un déficit de notoriété qui, quand on parle pub, c'est vrai qu'on pense plus au métier créa. Et l'agence média, c'est peut-être un peu le parent pauvre de la chaîne de valeur là-dessus. Si on regarde un peu ce qui s'est passé à travers vos... Même, par exemple, vous, Arthur, je me rappelle, donc c'est un des rares collaborateurs en agence média qui voulait bosser du coup, dans ce secteur-là dès l'âge de 12 ans, vous m'avez dit. Mais à la base, c'était plutôt sur le volet créa. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu comment vous avez atterri dans cet univers-là? Alors pour la petite histoire, c'est vrai que je suis tombé amoureux de la publicité et de tous les métiers qui y sont rattachés quand j'avais 12 ans, lors d'un voyage scolaire. Je viens de Bretagne et on était à Paris, donc forcément pour remonter sur les Champs-Élysées pour aller à l'Arc de Triomphe, on s'est arrêté devant un logo qui brille un peu. J'ai demandé à ma prof d'anglais qu'est-ce que ça voulait dire Publicis, qu'est-ce que c'était que ce logo avec ce soleil, etc. Et elle m'avait répondu, ce sont des gens qui aident les marques à mieux vendre les produits et c'est eux qui font toutes les publicités que tu vois à la télé et à la radio. Et je lui ai dit, je travaillerai là-bas plus tard. Et c'est vrai qu'on ne pense pas forcément aux médias, aux agences médias, mais pour le coup, je trouve que c'est tellement clé comme secteur et que c'est tellement le dernier pas avant de réussir à convaincre quelqu'un de faire un acte d'achat, un acte quelconque même tout simplement. Je trouve que c'est vraiment la partie la plus intéressante du marketing. Après, ça n'engage que moi. Une question pour vous, Perline. Du coup, vous avez passé une dizaine d'années en agence média, en régie. Vous êtes aujourd'hui directrice associée chez Origami, qui est aujourd'hui le premier fournisseur de talents de ces agences médias à travers des promotions bootcamp de quelques mois. Donc, vous voyez beaucoup de jeunes qui basculent plus ou moins directement dans cet univers-là. Comment est-ce que vous expliquez que les agences médias souffrent de ce déficit de notoriété à votre niveau ?
Bonjour à tous, ravie d'être là. Aujourd'hui, avec Origami, on a accompagné 1350 profils. Et effectivement, quand on les rencontre, ils ne connaissent pas du tout nos métiers. Alors, ça peut s'expliquer par différentes raisons. Peut-être un manque de présence dans les écoles, dans les forums étudiants, les salons étudiants. Peut-être également un manque de présence dans les pôles relations entreprises. Globalement, on se rend compte qu'il y a certains métiers plus mainstream qui sont représentés, qui sont par exemple les métiers de community manager dans les médias. On se rend compte également que notre secteur est peu valorisé, ce qui est assez dingue puisque c'est quand même la pub qui en partie finance les médias, quoi. Donc comme tu le disais tout à l'heure, à quand un trader média ou une tradeuse héros ou héroïne d'une série Netflix? Version de Mad Men, version agence média. Bah ouais, parce que quand on parle de la pub, on pense à 99 francs, on pense à Mad Men, et puis ils sont où nos traders, quoi? On les voit pas vraiment représentés dans la société. Or, le cinéma, la fiction est quand même une très belle représentation de notre société. Là, de cet aspect, du coup, peut-être un peu plus comme mainstream, est-ce qu'il y a des actions de terrain? Donc, vous disiez on voyait peu les agences médias, du coup, dans les écoles. C'est vrai que moi aussi, j'ai fait une école et je me rappelle que je voyais vachement les cabinets d'audit. Les agences de médias, elles ont des besoins de recrutement qui sont similaires à ces gens-là. Ces gens-là, ils venaient dans les écoles, ils faisaient passer les entretiens au sein des écoles. Est-ce que ça peut être une clé pour un peu accélérer sur ce volet recrutement, visibilité, évangélisation? Ah oui, complètement. On se rend compte chez Origami qu'on travaille en faisant des webinaires. Quand on source nos apprenants, en 1 heure de webinaire, on arrive à faire de la pédagogie, à leur expliquer quels sont nos métiers, les métiers auxquels on forme, ce qu'ils vont faire demain. Ça ne demande pas un temps de dingue, ça demande juste à être présent lors de ces rendez-vous qui sont fondamentaux dans les écoles, dans les salons. Alors après, je ne sais pas trop où ça s'organise dans les agences. Et qui peut porter ça? Est-ce qu'on parle du secteur du voix ou chaque agence de son côté-là? C'est compliqué aussi peut-être de trouver comment porter ça. Johan, vous êtes le DRH du coup de 366 et Diverto. Vous avez été beaucoup impliqué dans la réforme du BTS communication. Est-ce que vous faites le même constat que Perline, qui est ce sujet de peut-être que le secteur de la publicité est mal identifié sur ce sujet d'utilité? Est-ce que les jeunes que vous observez qui vont dans ces BTS communication-là, ils ont peut-être un déficit là-dessus? Lorsqu'on avait échangé ensemble, vous m'aviez parlé d'une étude sur l'attractivité des métiers de la communication, qui est sortie en 2023. Qui vient de sortir là, qu'on vient de dévoiler là à l'instant, du coup. Qui vient de sortir. Et il se trouve qu'un des points faibles de l'attractivité, c'est tous ces jeunes cherchent à avoir un métier reconnu. Mais la première problématique, c'est déjà connaître les métiers. C'est quels sont les métiers, et il faut les connaître avant d'avoir un métier reconnu. Et donc, il faut aller vers des cibles assez jeunes. Et nous, on a cherché, avec Stéphane Delaporte et l'ensemble du CODIR au sein de 366, on a cherché l'efficacité, donc à cibler deux profils des moins de 26 ans, et plus particulièrement les étudiants. Et donc, on a été dans la pépinière, on a été chercher dans la pépinière des BTS communication. Vraiment par hasard au début, parce qu'on avait une de nos étudiantes qui était en BTS Com et qui nous a demandé si on pouvait pitcher une de ses classes chez 366. On les a fait travailler devant un jury sur un brief qui concernait la com RSE, puisque c'est ce qui est tendance aujourd'hui et c'est ce que recherchent les jeunes. C'est un élément très fort qu'on ne connaissait pas il y a 10 ans, qui n'était pas ciblé. On a reçu ces jeunes et on a été bluffés par leur maturité, par leur créativité, par leur intelligence. Et plutôt que d'aller chercher, et pardon, je m'en excuse, mais on va chercher les talents chez vous, dans les régies, dans les agences, plutôt que d'aller shipper des talents, on s'est dit, mais en fait, les premiers talents, ils sont dans les écoles. Et donc, avec 366 et l'ensemble des éditeurs de presse quotidienne régionale, et avec 2 partenaires forts, Publicis, qui travaille avec les BTS Com depuis longtemps, déjà, et puis la CPM avec Stéphane Baudier à travers sa formation Demain la presse, qui est une excellente formation qui défend les valeurs de toute la presse. On signe une convention avec le ministère de l'Éducation pour accompagner 5000 étudiants par an. Donc on va signer pour 2 ans. Et donc on les accompagne de la manière suivante, à travers un parcours le plus complet possible. Un brief
avec des ressources marketing sur une plateforme, mais déjà faire travailler 5000 étudiants par an sur un brief 366, moi je trouve ça incroyable. C'est une occasion unique. Évidemment, on organise des visites en région au sein de nos éditeurs et régies locales sur France entière. Donc toutes les écoles vont pouvoir aller voir l'ensemble des métiers de la presse quotidienne régionale. C'est en ça où je parlais de connaître les métiers. C'est hyper important parce que nos métiers ils sont transformés, nos médias ont innové. On n'est plus sur les mêmes métiers qu'il y a 10 ans. Et donc, on a souhaité accélérer là-dessus. Donc, il y a des webconférences. On va créer un système de mentorat également pour aller chercher les talents à l'origine dans cette pépinière de BTScom. Et un dernier élément, si vous le permettez, les moins de 26 ans. Donc, c'est un peu plus large que les BTS communication. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans la pub. Ils ont changé. C'est moins de 26 ans. En tout cas, leurs attentes ont changé. Il y a 5-6 ans, on me parlait de package de rémunération, on me parlait de RTT, on me parlait de mobilité en interne. Aujourd'hui, les questions, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. C'était une expression, c'était un gros mot quand on cherche un job, lorsqu'on est jeune. On en parlait avant. Ouais. L'équilibre vie pro-perso, c'était tabou. Aujourd'hui, c'est un des premiers leviers qui est mis en avant. La RSE, on en parlait tout à l'heure. Et une des actions fortes qui a été l'idée par Stéphane Delaporte et Bruno Ricard chez nous pour l'ensemble des titres de PQR et pour 366, c'est la labellisation Positive Workplace, Positive Company. On a eu notre 2e étoile cette année avec une note très élevée. Et ça, c'est un des premiers leviers qui attire les talents aujourd'hui. Vous le dites en entretien ou c'est quoi? C'est que c'est un levier de awareness, un levier de considération Ça fait désormais partie des questions sur les valeurs de l'entreprise, sur le bien-être en entreprise. Aujourd'hui, on n'est plus sur des sujets tabous, mais c'est des choses qui attirent encore plus qu'un package de rémunération. Et aujourd'hui, on a réussi à mettre ça en avant avec l'ensemble de la PQR et 366. Alors là, la transition est toute trouvée, Julien, parce que du coup, est-ce que le constat que fait du coup Johan à son échelle, vous le faites? Donc je rappelle, vous êtes le DG de Great Place to Work, vous êtes l'auteur d'une étude Great Insight qui permet justement de se plonger un peu dans la tête des collaborateurs via évidemment des sondages, des méthodologies. C'est quoi aujourd'hui les aspirations des plus jeunes générations? Est-ce que du coup, comme le disait Johan, l'accent c'est équilibre vie pro, vie perso, le sens? Ouais, alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Julien. Donc, moi je rejoins complètement. Hein. L'enjeu clé, c'est évidemment de mieux comprendre les attentes de cette nouvelle génération qui arrive sur le marché. Nous, ce qu'on peut vous dire de notre fenêtre, avec beaucoup d'humilité, il ne faut pas négliger la rémunération. Ça reste le premier. Enfin, malheureusement, heureusement, j'en sais rien, mais en tous les cas, le premier facteur pour lequel les gens bossent, et nous, on a fait un petit sondage sur 4000 salariés français, donc c'est assez représentatif. Le premier facteur, c'est les sous. Les gens viennent travailler pour gagner de l'argent. Et c'est pas complètement illogique. Et c'est aussi ce qui ressort de l'étude qui a été faite par l'UDECAM, c'est le premier facteur d'optimisation de l'attractivité. N'oublions pas cet élément-là. Alors j'ai entendu les éléments que Madame donnait tout à l'heure en termes de contraction de PNL, mais voilà, il faut trouver une solution parce que là, ça reste quand même le facteur 1. Facteur numéro 2, très clairement, vous en parliez, hein, vous avez super raison, c'est l'élément sur le sens. La difficulté du sens, c'est comment trouver du sens, comment donner du sens et qui est là pour donner du sens. Toutes les organisations ne vont pas se mettre à planter les arbres. Toutes les organisations ne peuvent pas avoir juste une mission extraordinaire. Donc, en fait, là, c'est vous toutes, vous tous, managers, qui devez au quotidien être acteurs de sens pour vos équipes. Et ça, nous, on le constate de partout quand on intervient côté Great Place to Work. Et dernier élément, Madame l'a dit tout à l'heure, je suis désolé, Madame, j'ai oublié votre nom, qui travaillait sur le plaisir de se retrouver ensemble. La convivialité. En fait, le monde de l'entreprise reste un univers aussi de relations, d'humains, on est content quoi le matin. Enfin, on doit être un peu content. Si on n'est pas très content, on ne va pas rester très longtemps. Donc la convivialité, c'est pas un truc, aller boire des bières ensemble, c'est de la solidarité, c'est la capacité à encaisser ensemble les échecs, la capacité à porter ensemble les succès. Enfin, c'est des éléments très concrets qui, là aussi, sont intimement liés à votre culture managériale. Juste un tout petit point de bascule, autour de 35 ans, ce que nos études nous disent,
c'est que à partir de 35 ans, au démarrage, convivialité numéro 3, après rémunération sens. À partir de 35 ans, il y a un petit truc qui s'appelle équilibre des temps de vie. Évidemment. Et là, il y a une petite bascule. Donc, il faut enchanter vos collaborateurs, vos collaboratrices jusqu'à 35 ans et un peu leur donner du temps. Ils ont des enfants. Voilà. Après, chacun sa vie. Mais voilà, mon message, c'est... Voilà, vous le disiez tout à l'heure, vous travaillez avec Positive Workplace, c'est une super étude, c'est hyper bien. Moi, mon message clé, que vous utilisiez Positive Workplace, Great Place to Work, du Schmoll to Work, c'est pas grave. L'important, c'est de mesurer dans le temps les attentes de vos collaborateurs et vos collaboratrices, avec l'outil qui vous représente, qui vous convient le plus. C'est vraiment clé de le faire dans le temps. Voilà. Et de le suivre, de le monitorer, de comprendre des éventuelles évolutions. Ouais, parce que c'est comme vous faites votre bilan carbone, parce que vous voulez être un peu responsable, vous faites votre bilan collab, vous interrogez vos collaboratrices, vous interrogez vos collaborateurs, vous leur dites, voilà, qu'est-ce que vous voulez, et puis on progresse, et puis on fait pas tout. On fait 2-3 trucs par an, c'est pas grave. Faites. Vos collaborateurs, ils sont dans le langage de la preuve. Ce qu'ils attendent, c'est juste que vous fassiez des choses, vous les écoutez, on fait des choses. Puis on co-construit aussi. Bien sûr. C'est pas forcément à l'agence de pondre des parcours ou des outils de mesure. On peut construire aussi avec les collaborateurs. À 100%. Jus de cerveau ensemble, quoi. Ouais. Nicolas, vous vouliez rebondir. Vous avez passé une vingtaine d'années en agence média. Vous avez basculé de l'autre côté. Maintenant, vous êtes chez Amazon Ads. Vous avez une bonne vision de ce qui s'est dit. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cet écosystème dans lequel vous avez baigné ? Je me reconnais bien. Enfin, je suis d'accord avec ce point-là. Je rajouterais effectivement, ça fait écho à ce que disait Arthur. L'initiative aussi de confier ce sujet-là et le fait de réfléchir à ces sujets-là aux jeunes talents est important. Parce que mine de rien, c'est ce qu'on apprend aussi en agence, c'est qu'en fait, il faut des experts du sujet, et les meilleurs experts du sujet, jeunes talents, c'est cette commission-là et les gens dans les agences. Donc, je pense que c'est important de le faire. Moi, je me reconnais tout à fait dans ce qui a été dit. Je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises par les agences, à la fois pour essayer de diversifier le bassin de recrutement, et je reviendrai peut-être tout à l'heure sur ce que Amazon fait pour s'investir dans Origami, mais le fait d'essayer de sortir d'un carcan de recrutement et d'aller chercher des nouveaux bassins de recrutement et des talents dans différents univers, c'est important, parce que je pense que la notoriété des agences et du secteur peut s'améliorer, mais elle peut encore plus s'améliorer au-delà de certaines populations, et que du coup, il y a beaucoup de gens à recruter. Vous pensez à quelle population ? C'est que du coup, on était trop concentré sur école de com, école de commerce. Voilà, je pense effectivement des jeunes talents un peu moins jeunes dans certains cas, mais qui ont envie de se réinvestir dans le sujet. Des gens en province dans certains cas, parce que les agences ont maintenant pas mal d'antennes aussi pour les accueillir, et des systèmes de work from home qui peuvent permettre aussi d'avoir des talents, en fait, pas forcément à 100% à Paris. Et après, effectivement, sortir des sujets d'école de commerce. Je pense que aujourd'hui, il y a une multiplicité des sujets en agence et en régie autour de la data, de la technologie, du contenu, du social, de la création de relations, qui fait que les profils, en fait, ont besoin d'être variés. Je pense que c'est important. Et c'est même du pragmatisme, vous me disiez, Perline, parce que quand on parle de l'attractivité des agences médias auprès des jeunes, il y a jeunes et jeunes. En fait, il y a une population qui est dure à capter, et il y en a une autre qui, pour le coup, peut être intéressée par ce qui est proposé par les agences médias. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce schéma de pensée ? Oui, tout à fait. C'est pas forcément utile d'avoir un master ou de sortir d'une grande école de commerce pour être trader. Typiquement, chez Origami, on travaille avec les profils dont Nicolas parlait, plutôt des bac plus 2 à bac plus 3. C'est des populations qui sont très intéressées par le côté opérationnel des jobs proposés en agence. En termes d'évolution, ils sont très friands justement d'évolution transversale. Ils n'ont pas forcément tous envie de devenir manager. Ils ont envie d'évoluer dans une ambiance sympa, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure, où il fait bon de se retrouver. Et ça, c'est des populations qu'on accompagne. Aujourd'hui, les bac plus 5 issus de grandes écoles, ils sont plutôt picousés au management. On leur explique qu'ils vont faire de la stratégie. Et ces populations-là, typiquement, elles ne sont pas en agence. C'est des populations qui vont peut-être partir en cabinet de conseil. Elles n'ont jamais été en agence, ou elles ne sont plus en agence ou... Peut-être qu'elles viennent en agence plus tard, mais elles ne sont pas attirées par des postes juniors de traders. Comme le disait Magali tout à l'heure, on est sur des salaires qui sont relativement moyens, et c'est des populations à qui on a dit qu'ils allaient commencer avec des salaires de dingue. Antoine, dans votre promo, il y en avait beaucoup qui étaient en agence média, qui ont fini en agence média, ou finalement ils sont plutôt allés vers le conseil, l'audit. Ouais, j'en connais pas beaucoup qui ont fini en agence média, effectivement, et on s'en parlait, c'est que
c'est super clair, mais en école de commerce, on a les classements salaires, donc on s'imagine tous que premier poste, on aura 50-55K. Il en existe des métiers comme ça. Pas de chance, tous mes potes sont tombés là-dessus, donc je suis un peu le petit poussé, mais on aura effectivement, quand on se compare au marché global, et on avait regardé quelques études sur le cadre dans le privé moyen en France, on se retrouve tout à fait dans le même niveau, mais il y a certains secteurs où c'est un peu plus complexe, et effectivement, quand pour certaines personnes, le salaire est le principal enjeu, ils vont plutôt dans des cabinets d'audit, strat, sales, dans la tech, etc. On est bien le petit pousset dans l'histoire. Nicolas, vous vouliez rebondir ? Oui, je voulais dire un point aussi sur, par rapport à la communication. Je pense qu'on ne l'a pas encore dit, mais je pense que c'est aussi important pour attirer les jeunes talents de parler du fait que les agences opèrent les médias qu'ils consomment au quotidien. Parce que une partie de l'attractivité, je trouve un peu de décalage de communication, c'est aussi de rattraper le décalage, c'est aussi de dire que les jeunes talents vont avoir la possibilité de travailler sur Twitch, sur YouTube, sur des plateformes sociales, sur ces sujets-là. Enfin, c'est important parce que ce qui fait aussi le sens, c'est le fait de travailler sur des choses qu'on connaît. Dans certains cas, certains jeunes talents ou même des collaborateurs chez Amazon, quand on parle de certains médias, en fait, ils nous avouent jamais les consommer. Donc, c'est difficile de les attirer en ayant juste un hameçon qui parle de ces médias-là. Mais parler aussi de leur sujet du quotidien, du fait de faire du community management, qui est un sujet qu'ils connaissent, parce que moi, je connais beaucoup de jeunes, j'en ai un à la maison, qui fait du community management à titre personnel. Donc ça, il sait ce que c'est plus qu'un média. C'est important. Donc je pense que dans les messages, faut aussi parler du quotidien et de la capacité d'influer et de faire comprendre à des personnes qui, eux, consomment pas ces médias-là, que les jeunes vont avoir la responsabilité de transmettre l'expérience d'un vrai consommateur sur des médias digitaux notamment. Je pense que c'est un sujet de sens qui est intéressant aussi. Donc, sur le sujet du sens et de l'utilité, donc c'était un des gros insights aussi. On voit que du coup le secteur sous-performe un peu là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que notre secteur a quand même mauvaise presse. Aujourd'hui, si on regarde les grandes communications sur le sujet de la publicité, c'est Apple qui arrête pas de marteler. Il surveille votre vie privée. C'est cette campagne hyper anxiogène du FC Que Choisir. Je ne suis pas une data. C'est la récente campagne de l'ADEME sur les dévendeurs. Globalement, on voit que la publicité n'a pas très bonne presse. Il y a un sujet, je pense aussi, de prendre la parole. Arthur, je crois que ça fait partie un peu aussi des missions que vous vous êtes données, alors lourde mission via la commission Jeunes Talents, mais d'essayer aussi de montrer l'utilité de ce secteur-là, parce qu'on le rappelle, sans pub, la pub, c'est la gratuité du contenu, quoi. Alors, vous l'avez dit, Nicolas, et je pense que je vais l'apprendre à personne dans cette salle, mais aujourd'hui, quand on pense à un quotidien régional ou simplement à un panneau d'affichage, c'est pas juste de la publicité, ce sont des informations qu'on apporte, ce sont de l'utilité qu'on apporte à des gens qui sont peut-être un petit peu moins digitalisés aussi que nous. Quand on pense au cinéma, à la télévision, on peut évidemment, c'est prouvé historiquement que ça a permis de porter des grands combats, que ce soit sociétaux, environnementaux ou sociaux. Et si on va dans ce sens-là, on peut aller même bien plus loin. Quand on pense à la montée des fake news, quand on pense à la montée du conspirationnisme, etc. Travailler dans les médias, dans la publicité aujourd'hui, c'est peut-être pas le seul, mais c'est un acte en faveur de la démocratie. Et alors du coup, ça me fait doucement rire la non-utilité de comment est-ce qu'on voit nos métiers, mais pour moi, au contraire, ils sont extrêmement utiles, ils sont même cruciaux aujourd'hui. Ça, vous allez le montrer avec un manifeste, je crois, que vous allez relayer dans la presse pro. Alors, on a très très hâte de vous le partager, probablement la semaine prochaine, mais je ne vais pas m'avancer. Et oui, on a créé, du coup, dans cette commission Jeunes Talents, ça a été un des premiers chantiers qu'on a lancé. On s'est mis tous les 16 autour de la table et justement, on s'est rassemblés sur quelques convictions, sur quelques valeurs, sur quelques phrases fortes qui nous rassemblent tous, toutes et tous. Et oui, on va vous partager un manifesto de cette commission Jeunes Talents de comment est-ce qu'on voit le monde des médias et notre univers aujourd'hui. Ouais. Sujet de l'utilité de la pub, Johan, vous me disiez, c'est presque de l'information dans la PQR, la pub. C'est ce que tu disais. Il y a plein de médias aujourd'hui qui sont des médias du no fake news. Et malheureusement, les plus jeunes, ils ont tendance à s'éloigner des médias traditionnels. Ils regardent un peu moins les écrans de télévision, ils regardent les écrans différemment, sur leur tablette, sur leur téléphone, sur leur smartphone, bien évidemment. Et il y a des médias encore
qui servent de médias d'information et dont la publicité sert aussi de message d'information. C'est le cas de plusieurs médias, entre autres la PQR qui a une notion de service. La publicité, elle a un rôle pour amener les gens dans les commerces, en magasins, en concessions, etc. Un rôle fort au même titre que l'affichage. On est dans de l'information publicitaire, on est moins sur de l'image. C'est vrai que les plus jeunes, il y a quelques années, avaient... la publicité, c'était la créativité. Ça s'est un petit peu réorienté, les datas prennent le devant, et donc on est un peu plus sur l'efficacité que sur la créativité. Il y a les médias traditionnels, en effet. L'efficacité, c'est quelque chose de fort parce que ça rend service. Je ressens du coup sur maintenant les agences médias en tant que telles. Donc pour optimiser l'attractivité, le sujet, c'est la rémunération. On va pas se mentir, il y a ce cliché qui est quand même malgré tout vrai, c'est que l'agence média, c'est un univers hyper formateur où on apprend énormément de choses, mais qu'on voit plutôt peut-être souvent comme un tremplin. On reste 3, 5, 7 ans et ensuite on va peut-être dans des environnements un peu plus tranquilles, souvent chez l'annonceur. Comment est-ce que les agences médias peuvent sortir de cette posture de centre de formation, notamment sur ce sujet rémunération? Magali l'a rappelé, hein, il y a une dissonance entre l'évolution de la charge salariale et de la facturation. Nicolas, désolé, je fais à nouveau appel à votre casquette d'ancien patron d'agence, mais là-dessus, c'est vrai que ça paraît presque irrésolvable, en fait, à part via le fait que les annonceurs payent plus. Est-ce que vous aviez identifié à l'époque des pistes un peu de sortie sur ce modèle-là, quoi? C'est le modèle économique des agences qui est en question. Il y avait plein de pistes, je suis parti avec, mais... Non, mais déjà, juste par rapport à cette remarque-là, je pense que c'est bien de voir déjà le positif dans le sujet centre de formation, ouais, etc. Parce que, mine de rien, je pense que pour un jeune qui débute, savoir qu'il va être dans une entreprise avec beaucoup de projets, certes de la charge de travail, mais en échange beaucoup de projets, beaucoup de variétés, être au cœur d'un système, apprendre plein de choses et pouvoir le réutiliser, je pense que c'est un bon point. Dans le football, les meilleurs centres de formation sont quand même très recherchés. Je pense que c'est aussi un sujet important. Et le deuxième point, mais peut-être que monsieur le sait plus que moi, un cycle de 5-7 ans, c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien, parce que dans le monde actuel, je suis un contre-exemple, hein, j'ai fait 20 ans dans ma première société, mais c'est assez rare. Donc 5-7 ans, centre de formation excellent, je pense que c'est déjà une bonne partie du boulot. Ensuite, cela étant, je pense qu'un des sujets peut-être que j'ai pu voir en agence et aussi maintenant chez Amazon, c'est que effectivement le fait d'avoir des projets pas forcément verticaux mais transverses, pouvoir confier des responsabilités, de l'autonomie et un vrai pouvoir de décision à des jeunes talents, ça serait un facteur clé de fidélisation. Je pense que l'autonomie et le pouvoir de décision, c'est peut-être les sujets les plus challenging en agence, parce que le corollaire de l'attention sur le prix, c'est qu'il y a peut-être pas assez de temps pour les projets, donc dire je consacre 10% ou je donne 10% du temps à chacun de mes collaborateurs pour faire quelque chose, c'est dur à faire, mais ça serait nécessaire. Et le fait de donner des projets, des commissions, des projets transverses, des projets sur les entreprises à mission, il y a beaucoup d'agences qui ont des projets différents, et vraiment responsabiliser les gens dessus, je pense que c'est la principal atout, et en tout cas le principal stream à explorer. Xavier, ce terme que j'ai bien aimé, c'est donner des environnements de prise de risque sécurisés, donc permettre aux collaborateurs de se planter. Après, c'est vrai que vu l'attention qu'il y a sur le modèle de l'agence, c'est pas toujours évident, j'imagine, de pouvoir... Non, mais alors du coup, ça, j'ai appris ça chez Amazon. Mais bon, bref, en tout cas, le concept, il y a un concept autour d'une porte. En fait, on parle de one door, two door. Et en fait, l'idée, c'est de catégoriser les sujets et de dire que si on confie un sujet à quelqu'un qui franchit une porte pour l'accomplir, mais qui peut revenir en arrière, quelque part, on peut lui confier dans tous les cas. C'est-à-dire qu'il y a très peu de sujets où, en fait, on prend une décision, on ne peut plus revenir en arrière, tout est immuable. Évidemment, on ne va pas demander à quelqu'un de négocier un contrat client ou ce genre de choses, mais je pense que 80% ou 90% des sujets, quand on y réfléchit, ils n'ont pas d'impact stratégique, ils ne mettent pas en péril l'entreprise ou la relation client. Et ces projets-là, il faut qu'on les confie plus à des gens, à plus de gens, et à plus de gens juniors aussi. Julien, je vous voyais acquiescer parce que votre postulat, c'est de dire que la clé aujourd'hui, c'est de créer un environnement de confiance. Pour créer un environnement de confiance, il y a ce sujet de responsabilisation et de possibilité de se planter. Et vous me disiez, un truc qu'on oublie trop souvent, c'est que le manager, c'est son rôle, c'est aussi d'endosser l'échec.
en fait, si son Nous, c'est ce collaborateur qu'on part. voit qui fait la différence entre ce que nous, on appelle des Great Place to Work et puis les entreprises, j'ai envie de dire, classiques. Clairement, elles sont marquées par un premier élément, j'ai 2 minutes, un premier élément autour de 3 thèmes. Un premier élément qui est d'abord une capacité à traiter le collaborateur dans sa globalité. C'est pas le collaborateur, il n'est pas charge, enfin il n'est pas capacité de travail ou acteur de travail uniquement de je sais pas quelle heure, 8h à 8h chez vous. Voilà, le collaborateur, il doit être pris dans son ensemble, ou la collaboratrice doit être prise dans son ensemble, donc avec ses temps de vie, etc. Premier élément, travailler cette équité. Derrière l'équité, il y a évidemment l'inclusion, évidemment la représentativité femmes-hommes, la diversité, etc. Tous ces éléments-là sont des éléments qui sont absolument cruciaux et qui ne sont pas des attendus aujourd'hui des jeunes, qui sont des must-have, enfin, désolé pour l'anglicisme, mais des trucs non négociables, absolument non négociables. Donc premier élément. Deuxième élément prioritaire, effectivement, on parle tout à l'heure d'espèce de droit à l'erreur, de capacité d'initiative. Clairement, aujourd'hui, le rôle du manager, me semble-t-il, et nous, ce qu'on voit à travers nos chiffres, c'est de sécuriser la prise d'initiative. Le manager, il est là pour endosser les erreurs de son équipe, pas pour s'approprier les succès de son équipe. C'est pas un truc qu'on voit dans toutes les boîtes encore aujourd'hui. Le rôle du manager, c'est une énorme poubelle. C'est pour ça qu'il est mieux payé. Il est là pour résoudre les problèmes. On ne vient pas le voir pour lui dire merci, on vient le voir pour lui dire on a un problème. Donc ça suppose quand même une espèce d'inversion. Et la difficulté, je pense que vous avez dans des secteurs, encore une fois, que je ne connais pas super bien, mais la difficulté que vous avez dans des secteurs comme ça, c'est que vous êtes promu super jeune, ça va super vite, et donc on ne vous laisse pas forcément le temps de vous déployer managérialement. Ça s'apprend. Et il y a un sujet aussi, c'est que évoluer, c'est pas forcément évoluer de manière verticale, c'est évoluer. Et ça, en agence, ça commence à arriver. On n'est plus forcément dans des schémas de carrière. Je deviens manager, je peux devenir expert. Ça, il y a eu un changement là-dessus. Ça, c'est clé. Mais pour devenir expert, ça veut dire qu'on vous donne des sous. Enfin, je suis désolé. En fait, quand tu es expert, a priori, c'est qu'on te donne des sous, puisqu'on te donne. Comme on ne te donne pas d'équipe, il faut quand même que tu aies un minimum de reconnaissance à un autre endroit, donc qui te convienne. Et encore une fois, là, l'enjeu, c'est vraiment un enjeu très simple, de redonner du poids au middle management. Or, le management de proximité, c'est lui qui va être cet acteur clé. Et c'est compliqué dans les organisations qui sont sous forte tension économique comme les vôtres, parce que quelque part, on veut centraliser, on se dit, allez hop, on enlève un peu des strates, et ça fera moins cher. Sauf que malheureusement, pour garder vos équipes, des talents, des gens qui rêvent en voyant Publicis sur les Champs-Élysées, moi je trouve ça génial comme témoignage, il faut leur donner de l'allant, et cet allant, il ne peut pas être donné que par le top, ça doit descendre, ça doit se faire tout au long de la hiérarchie. Oui, tu disais que ça s'apprend, et Nicolas, tu parlais de centres de formation. À défaut de pouvoir faire un effort significatif sur le salaire, effectivement, pourquoi pas proposer des parcours d'accompagnement en soft skills. À l'ère de l'IA, ces jeunes, ils ont envie d'apporter quelque chose de différent à l'agence, quelque chose de différent face aux algorithmes, face aux automatisations. Les soft skills qui vous semblent clés, c'est la versatilité, l'agilité, Oui, savoir développer son agilité mentale et relationnelle, développer l'intelligence collective, s'initier au co-développement pour régler des problématiques entre pairs. Tous ces parcours-là, ils doivent pouvoir exister en agence. Également, encourager la prise de poste. Effectivement, quand on est un super expert, on est généralement promu manager, pas parce qu'on est un excellent manager, mais plutôt parce qu'on est un super expert. Donc, comment on accompagne finalement cette transition? Peut-être avec un coaching de prise de poste, peut-être avec une formation manager. Pourquoi pas, tu parlais tout à l'heure de programme de mentorat que tu étais en train de développer, pourquoi pas avoir un mentor aussi dans l'agence, quelqu'un avec qui on pourra parler de ses choix de carrière, un coach aussi qui pourrait nous accompagner sur des blocages, sur des freins qu'on rencontrerait en entreprise. On dit qu'on quitte un job plutôt à cause de notre manager plutôt que notre job, parce qu'effectivement, on l'a vu tout à l'heure dans l'étude, on aime plutôt nos jobs. Alors, c'est important de se poser cette question de qu'est-ce qui pourrait nous faire rester? Et les parcours d'accompagnement, me semble-t-il, sont une réponse, une des réponses, si on ne peut pas dégager un peu plus de salaire ou alors à côté du salaire. Noé, allez-y, vous vouliez rebondir. Ce qu'il faut essayer d'éviter, en tout cas, c'est de nommer quelqu'un manager pour le retenir. C'est une des pires décisions qu'on puisse prendre parce qu'on a des pépites, des talents, etc. On sait qu'ils sont recrutés, ils sont chassés, etc. Et
Manager, c'est pas un métier. Hein. Il n'y a pas un métier qui s'appelle manager. Il n'y en a aucun. Manager, c'est une compétence. C'est avoir les clés, etc. On ne les a pas forcément à l'origine. Il y en a qui ont le sens du management, mais il y a toujours des clés à fournir par des accompagnements divers. En tout cas, la pire des décisions, c'est de nommer quelqu'un manager pour le conserver. Généralement, soit on va trop vite, soit on se plante, on grille la personne et on la perd au final. Sur le sujet de comment garder quelqu'un qui... Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une des aspirations, c'est peut-être plus de liberté. Il y a un rapport à l'entreprise qui est plus le même. On remet en question peut-être le CDI. Peut-être une question pour vous, Julien, mais est-ce que vous voyez du coup des new ways of working aujourd'hui? Est-ce que c'est un tabou, par exemple, d'avoir des collaborateurs qui sont là, peut-être en freelance, ils bossent 1 ou 2 jours par semaine avec vous? On voit que les agences médias ont un gros souci de recrutement et de talent, et de plus en plus, elles se tournent vers des freelances qui, eux, ont envie de passer un peu picorer à droite à gauche et prendre ce qu'ils ont envie de prendre. C'est vrai qu'il y a un énorme sujet d'individualisation au rapport au travail. C'est un peu je bosse où je veux, quand je veux, avec qui je veux, sur les outils que je veux, enfin beaucoup de je, quoi. Ce qui n'est pas complètement simple à traiter pour le collectif de l'organisation. En fait, moi, en vous écoutant, c'est intéressant. Je vous trouve très proche de beaucoup d'entreprises du secteur de la tech, du secteur finalement du conseil, en tech, en cyber ou n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'on voit, nous, encore une fois avec beaucoup d'humilité? On voit ces secteurs-là qui repensent complètement un peu le contrat social avec l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut mieux? Si vous avez quelqu'un de super bon, un super trader, moi, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais un super trader, votre super trader, il faut mieux le garder à mi-temps, à quart de temps, un jour par semaine, ou il faut mieux qu'il s'en aille. Il veut aller s'occuper de sa maman, parce que sa maman, j'en sais rien, la pauvre est en train de mourir, eh ben, il faut lui laisser du temps. Donc, en fait, c'est repenser un tout petit peu nos schémas aussi contractuels, la façon qu'on a d'envisager cette relation au boulot, qui va le permettre d'être plus en proximité avec lui, et donc de résoudre ces difficultés. J'en reviens à mon point numéro 1, prendre en compte les contraintes des collaborateurs et des collaboratrices. Mais ça, est-ce que c'est applicable facilement? Est-ce que ça impose une refonte en profondeur de ce processus RH, de sa manière de communiquer auprès des talents et de les fidéliser, ou est-ce que c'est faisable en fait? C'est un sujet d'équation économique, de faisabilité aussi, des ressources qu'on peut attribuer à ça. Est-ce que de votre expérience, c'est... Il y a des boîtes qui le font. Il y a des boîtes dans le conseil qui le font, qui sont capables de créer un espèce de continuum salarial qui n'est pas fait que d'un CDI 207 jours par an, etc. Donc il y a cette possibilité, elle existe. Alors c'est vrai que nos amis IT, les outils RH et le droit social ne sont pas les meilleurs copains de la flexibilité, faut être honnête. Mais enfin, s'il y a des boîtes qui y parviennent, ça veut dire que c'est faisable. Et aujourd'hui, face aux contraintes dans lesquelles vous êtes, il faut se réinventer à la fois managérialement et dans nos processus. Et ce processus-là, oui, ça nous bouscule, mais encore une fois, quelqu'un qui est super bon, faut-il le perdre à 100% ou le garder à 50%? Sur ce sujet-là, Nicolas, est-ce que Amazon a des choses à nous apprendre sur sa manière de proposer des nouvelles perspectives d'évolution, des nouvelles ways of working aux collaborateurs? C'est peut-être un grand mot à prendre. Je pense qu'il y a des bonnes initiatives chez Amazon et comme dans les agences. Non, mais pour revenir sur ce point-là, je pense qu'un des sujets d'Amazon, c'est que effectivement, les organisations sont aujourd'hui en train d'évoluer pour être très à plat. Donc justement, pour éviter d'avoir des postes de management qui sont des postes de promotion, mais plutôt favoriser de la mobilité et du changement de projet, sans parler de salaire, mais en tout cas plus que des évolutions managériales. Il y a très peu de managers. Je pense que les organisations sont à plat, le nombre de managers est limité et on valorise la contribution individuelle et en fait l'évolution des gens est uniquement là-dessus, donc le contrat est plus simple. Après, on n'est pas une entreprise complètement de la tech, donc la flexibilité, j'entends le point, je trouve ça bien. La difficulté, c'est de garder sur un média de relations et de liens avec des clients une continuité aussi, et c'est difficile de segmenter les tâches là-dessus, donc ça demande un modèle complètement renouvelé et redesigné en termes d'organisation, parce que sinon c'est pas possible d'avoir 20% x 5 pour réaliser une tâche. Mais voilà, mais je dirais que ce que je disais tout à l'heure, c'est l'initiative et la prise de décision. Le fait de responsabiliser les gens en enlevant le niveau de management qui ne serait que pour une promotion, mais vraiment promouvoir sur la compétence sans changer le scope des gens. Et voilà, c'est des principes finalement qui sont aujourd'hui déjà bien appliqués en agence. Après, la difficulté, c'est de les tenir dans le temps et
d'arriver à gérer les contraintes et la pression de la rémunération des clients. Merci beaucoup Nicolas, je suis désolé Perline, on est arrivé au terme de cette table ronde, mais on prolongera les échanges dans le moment de networking après. Merci beaucoup à toutes et à tous. Peut-être juste préciser qu'on renouvelle les Ad Talent Awards cette année pour récompenser les initiatives RH positives. Donc on attend avec enthousiasme tous vos dossiers, on sera ravis de les étudier. Inscrivez-vous.